Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars. Pour cette édition littérature, avec au programme le démarrage de la longue guerre des chasseurs de primes par Panini Comics. Et avec moi pour cette émission, j'accueille Jean. Bonjour ou bonsoir Jean. Bonjour Loïc, et au fait, joyeux non-anniversaire d'ailleurs. Salaud, je te remercie. Et bonjour Francis, bonjour à tous. Et bonjour et bonsoir ou bonjour Francis. Bonsoir messieurs. Du coup, je vous demande pas comment ça va puisque Jean vient de me souhaiter mon anniversaire, donc allez vous faire voir. Petite private joke du ouais. Alors, je vais l'expliquer rapidement. C'est que on m'a souhaité mon anniversaire récemment, en début d'année, alors que je ne suis pas du tout du début de l'année. Aude a dû confondre ou elle s'est fait abuser par les petits pièges que parfois je peux disséminer à droite à gauche. Et du coup, je lui ai dit, tu ne peux pas me souhaiter mon anniversaire, tu peux me souhaiter mon non-anniversaire, donc ça. Donc, comme Jean me l'avait souhaité aussi, voilà la petite private joke initiée pour nos auditeurs. Alors, donc dans cette émission, comme je vous l'ai dit, on va parler tout de suite donc de la guerre des chasseurs de primes. Avant tout, on va faire notre petit point sur notre partenaire littérature, qui, vous le savez, est le groupe Star Wars Littérature Québec. Comme d'habitude, on affiche pour ceux qui ont l'image. On vous invite à les rejoindre où vous soyez dans le monde et vous pourrez participer à leur collecte de fonds comme d'habitude pour la cause de la santé mentale au Québec. Et Dieu sait qu'ils y tiennent et qu'ils sont plutôt mal. Donc bravo messieurs. Comme d'habitude, notre petit rappel de la boutique. On vous invite à montrer vos couleurs. Vous pouvez porter fièrement les t-shirts et les produits dérivés de Star Wars en direct et autres designs Star Wars que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc là, ce sont toujours les mêmes que d'habitude, mais ce n'est pas que parce que nous avons récemment un nouveau design dans la boutique. Voilà, vous retrouverez donc toutes ces merveilles à l'adresse starwars.direct/boutique. Et on perd pas de temps, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et donc c'est parti pour ce premier numéro donc de la guerre des chasseurs de primes, War of the Bounty Hunters en VF également. Donc c'est un volume souple, on le précise, de 168 pages qui est mensuel et qui contient pour ce volume-là l'épisode War of the Bounty Hunter Alpha, Star Wars numéro 13, Bounty Hunters numéro 12, Dark Vador numéro 12, Dr. Aphra numéro 10, Bounty Hunters numéro 13 et enfin War of the Bounty Hunters. Peut-être plaqué, il a peut-être. Ouais, oui, pardon. Le Aphra, voilà. Ouais. Messieurs, nous n'avons pas les mêmes informations. C'est pas grave, peu importe. Si vous voulez savoir ce qui se passait dans ce prologue Aphra, on vous renvoie à notre dernière émission sur le sujet. Voilà. Et donc on conclut avec Bounty Hunters numéro 13, pardon. J'ai moi-même une petite coquille sur ma feuille. Donc tout ça disponible chez Panini Comics depuis le mois de décembre au prix de 16€. Voilà, on va... Il y a à la fois la version souple et la version cartonnée. On pourra en reparler tout à l'heure, mais... justement, on va peut-être passer tout de suite la parole à Jean, qui avait envie de nous parler un petit peu des différentes éditions qui allaient avoir pour tous ces histoires. Oui, vous l'avez un petit peu teasé. Donc, on a l'édition souple à 168 pages, donc à 16€ et la collector cartonnée à 20€. Donc, après les prix... ça, c'est les prix de l'année dernière. Alors, je ne sais pas si les prix vont peut-être évoluer en 2022. Je crois qu'Aurélien avait dit non. Je ne sais plus. Avec la crise des matières premières, du papier. Alors, ils ont tous les volumes qui sont impactés par ces prix-là c'est pas cette gamme-là.
Ah, ok, d'accord. Bon. Donc ça devrait être ça. Donc 16 € et 20 €. Donc le crossover, tu l'as dit, 5 volumes. Hein, donc le Dr Aphra, c'est dans le tome Dr Aphra justement, qui reprennent l'ordre chronologique des sorties des numéros en VO. Et donc moi je voulais un petit peu parler justement de ces différentes éditions parce que les collectionneurs ont un dilemme de quelle édition prendre et surtout que plus tard, donc dans l'année en avril ou non en juin, je sais plus, le tome 3 en 100% de chaque série sortiront. Donc on aura le Star Wars tome 3, Dark Vador tome 3, Aphra tome 3 et Bounty Hunter tome 3 qui sortiront donc qui regrouperont les numéros de chaque série consacrés à la guerre des chasseurs de primes. Donc c'est assez compliqué comme histoire, on va dire, et surtout pour les complétistes parce que je sais qu'on est pas mal complétistes, collectionneurs complétistes dans le tas, et il y aura forcément une répétition parce que tu auras déjà les mêmes numéros dans ta bibliothèque. Et donc, pour pallier à cela, je trouve que Panini a quand même bien fait les choses. Il faut saluer la démarche, je trouve, parce que les éditions collector cartonnées, donc à 20 € comme on disait, ont la tranche, apparemment la tranche qui correspond vraiment aux tranches des 100% classiques, on va dire. Donc en fait, ça fera pas tâche dans la bibliothèque. Donc voilà, pour ceux que ça importe d'avoir une bibliothèque bien jolie, bien classée, j'opterais peut-être pour ces tomes collector qui sont certes un peu plus chers mais cartonnés aussi, et qui ont aussi des couvertures variantes, je crois. C'est pas la même couverture en souple et en cartonné. Non, en fait, c'est pas des variantes, des numéros issue. Là. C'est dans le fond, la souple a le numéro 1 de la série War of the Bounty Hunters, donc on peut voir Boba Fett devant le Slave One. C'est ça. Ou ce qu'on appelait autrefois le Slave One, dans une époque... Le vaisseau de Boba Fett, maintenant, de son appellation officielle. Et la version rigide, donc comme tu dis, Jean, là, qui ressemble vraiment à un 100%, c'est la couverture du 12e Darth Vader, donc celle-là où on voit Han et Chewie dans la main, on va dire, de Vador. C'est ça. Donc ça, c'est les deux... Puis si je peux réagir, dans le fond, à ce que tu disais, Jean, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça crée un dilemme, effectivement. Moi-même, je jongle encore, mais je crois que je vais y aller plus avec les 100%, donc je n'ai pas le volume physiquement en main là, dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup hésité, parce que de toute façon, on a eu des crossovers jusqu'à maintenant là, dans le canon, mais pour l'instant, les crossovers, c'était les numéros, on n'allait pas les revoir dans les 100%. Donc, il y avait une logique aussi, là. Mais je comprends les explications qu'Aurélien nous a données à notre dernière émission sur la Haute République, là, version jeunesse, on va dire. Comme il expliquait, le but était que tout le monde puisse avoir ces albums-là d'événements. Donc, à la fois ceux qui sont habitués au soupe, ceux qui sont habitués aussi plus à l'aspect... comment dire, plus magazine, là, mais bref, comment vous dites, je cherche l'expression en kiosque, là. C'est ça, en kiosque. Mais c'est ça aussi, ceux qui veulent vraiment uniquement la série Aphra ou uniquement la série Star Wars, etc. Parce que, oui, c'est un tout, c'est un gros crossover, un événement, comme ils disent, mais il y a des gens, par exemple, Aphra, ils veulent pas payer pour ça. Donc, telle autre série, ils la veulent pas, Bounty Hunters ou peu importe. Donc, à ce moment-là, je trouve très intéressant l'approche de Panini de dire, voici, vous avez toutes les options sur la table. Évidemment, je sais pas si pour eux, ça représente des coûts supplémentaires là, de donner autant d'options que ça. Mais je trouve que pour les collectionneurs, c'est quand même très appréciable. Voilà, ils ont l'option. Après, ça sera à eux de choisir. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir, si jamais tu prends les cartonnés, collector et que tu skippes les 100%, du coup tu auras un trou, tu passeras du numéro 2 de Dark Vador par exemple au numéro 4, ça sera un peu... Ouais, mais là ça commence à être dans la limite de la maladie mentale. Là. Moi-même je suis complétiste, là, mais s'il faut absolument que dans ta bibliothèque tu aies les numéros en plus des tomes. Oui, pour certains c'est important. C'est ça, mais faut assumer nos maladies mentales là, et ça en fait partie en partie. Donc, tu sais que dans les forums, les commentaires notamment j'ai chopé ces informations sur notre partenaire Star Wars Universe, et du coup dans les forums, les commentaires des articles, généralement ce qui sort le plus c'est les gens sont ok pour la version collector cartonnée, justement parce qu'elle ressemble vraiment au 100%, quoi. Donc c'est cette édition là qui a le plus de succès, j'ai l'impression.
Ouais, puis on dit collector, hein, mais Aurélien a mentionné l'autre fois que c'était pas non plus à tirage réduit, comme par exemple les collectors qu'il y a eu là, au printemps dernier. Oui. Signature, puis tout ça à un prix plus élevé, tout ça. Par contre, le but n'était pas de que les gens se l'arrachent. Non, mais il me semble important de rappeler quelque chose, et je ne sais pas s'il l'a dit chez nous. Je crois qu'il l'a dit chez nous la dernière fois. Par contre, l'édition cartonnée ne sera pas rééditée. Mhm. Donc Ça, c'est tirage limité. Voilà, c'est un tirage limité. C'est en grand volume, certes, mais où vous l'attrapez tout de suite et vous l'avez en cartonné. Mais si vous venez dans 3 mois qu'elle est plus dispo, vous ne pourrez l'avoir qu'en sous. Voilà, Ouais, c'était important. Ouais. Ok. Excellent. Vas-y, Francis, si tu veux nous faire le résumé de ce volume. Alors peut-être pas les épisodes l'un après détail. l'autre, voilà, mais en gros, le fil de cette aventure. Oui, donc ça commence au niveau du alpha avec Boba Fett qui se rend qui est de retour de Bespin là, en direction de chez Jabba pour livrer Anne qui est pris dans la carbonite. Mais pendant qu'il discute avec Bib Fortuna, il se rend compte qu'il y a un problème avec le système de refroidissement, on va appeler ça comme ça, là, bref, le truc de carbonite. Il s'arrête donc sur Nar Shaddaa, la lune de Nar Shaddaa qu'on retrouve, qu'on avait déjà vu quelques fois, pour régler le problème chez un ingénieur, ou je sais pas comment dire ça, un garagiste là, de ce genre de système-là, qui lui-même est très surpris que Anne soit encore vivant, mais il dit je peux t'arranger ça sans problème, mais ça va coûter un peu d'argent. C'est ça, ce qui va forcer Boba Fett à aller jouer le gladiateur histoire de gagner un peu d'argent, ou en fait plutôt de tuer quelqu'un là pour le garagiste. Bref, entre-temps, il y a du côté de la série Star Wars, il y a Luke et ses amis, j'aime ça dire ça comme ça, Luke et sa bande de copains, ils s'en vont à la recherche de les copains rebelles. Ouais, c'est ça, les copains. Ah, ça sonne bien, ça, les copains rebelles. Faut mettre un trademark là. Donc, voilà, ils s'en vont chercher. Ils apprennent, en fait, par un contact de Chewie que que Boba Fett serait arrêté sur Nar Shaddaa. Donc, le contact en question, c'est son ancien copain Sagwa, je crois qu'il s'appelait. Un autre Wookiee là, qui avait libéré dans le film Solo. Donc, on retrouve le personnage ici. Donc, c'est ça, ils vont sur Nar Shaddaa. Malheureusement, c'est déjà trop tard. En fait, Boba Fett est déjà reparti. Mais ils vont au renseignement à l'endroit où Boba Fett a joué les gladiateurs, une espèce d'aréna. Bon, il s'ensuit quelques péripéties, mais ils finissent par recevoir une mystérieuse invitation d'un mystérieux groupe avant de récupérer, ayant justement volé Han Solo à Boba Fett. Parce qu'effectivement, pendant que Boba Fett jouait les gladiateurs, il s'est fait voler le bloc de carbonite par on ne sait pas trop qui encore à ce moment-là. Du côté des Bounty Hunters, de la série Bounty Hunters, il y a Valance et Dengar qui font équipe, sont poursuivis par contre très, très vite dans le numéro par Zokos et Furlum, et s'ensuit une bataille spatiale entre eux. Ils arriveront à trouver un accord pour leur donner les coordonnées de Boba Fett. Donc, en fait, j'allais dire sur Nar Shaddaa, mais en fait, ça va être les coordonnées de l'invitation, si je me souviens bien. Bref, tout ça sur fond de flashback d'une partie, du passé de Valance. Et moi, je m'attendais à ce qu'on soit dans encore des flashbacks de l'Académie, tout ça, mais non, on est sur une autre espèce de petite aventure là, qui est arrivée. Où est-ce que Valance avait pris un contrat pour tuer quelqu'un, mais s'est aperçu que le quelqu'un, c'était Han Solo. Donc, il avait refusé de le tuer. Mais s'en était suivi un imbroglio où est-ce que Han et Chewbacca pensaient que Valance essayait de les tuer et s'était sauvé sans plus d'explication. Je précise tout ça parce que ça a une mini-importance plus tard dans l'histoire. Du côté de la série Vador, on a Vador qui est de retour d'Hexagol. On se souvient là, comment s'était terminé le numéro 2 de Vador. Il avait été bien remis à sa place par l'Empereur. Donc Vador l'avait constaté que, c'est ça, l'Empereur est à un niveau supérieur, là, que vraiment, c'est pas la peine d'essayer de compétitionner.
Fait qu'il se fait d'abord requinquer, là, dans le fond, réparer. Évidemment, on lui offre anesthésie ou pas? Non, pas d'anesthésie, je veux souffrir, mais je suis un Sith et j'aime la souffrance, je suis masochiste. Bon. Ben non, c'est la source de son pouvoir. Oui, exact. Donc voilà, il se fait opérer à vif, à sec, comme on dit. Le tout avec un avalanche de flashbacks et de visions. Mais pour final partir en quête de Solo, parce que là, il revoit l'orientation. Il va décider plutôt que Luke, c'est de valeur, mais t'es trop faible, tu dois mourir. Donc pour capturer Luke, on va y aller. La meilleure, c'est de retrouver le Faucon, de retrouver Han Solo. Fait qu'il décide lui aussi d'aller vers à la recherche à Solo. Et du côté de Boba, dans le fond, qui est en quête lui aussi, évidemment, il s'est fait voler Solo. Il se rend sur Tatooine, il rentre de force, hein, on va dire ça comme ça, c'est une invasion de domicile, Oui. là, parce que Jabba est absent, c'est Bib Fortuna qui garde les meubles, mais c'est ça. Boba s'invite et apprend que c'est ça, sa tête a été mise à prix par Jabba, parce que Jabba, comme il s'est pas fait livrer Han Solo, et a appris qu'une autre organisation était maintenant en sa possession, ben Jabba, lui, il se dit qu'il s'est fait arnaquer par Boba Fett, qui a vendu au plus offrant, et il met un contrat sur la tête de Boba Fett. Donc, c'est comme ça qu'il l'apprend. Ensuite, il y avait une certaine bataille avec Zuckuss et Forlom. Là. Il arrache d'ailleurs la tête de Forlom, puis il l'abandonne sur Tatooine. Mais bon, ensuite, on apprend aussi... un teasing insoutenable. Il y a une certaine silhouette qui a l'air de diriger tout ça, encapuchonnée, qui va faire grand plaisir à Sylvain. C'est l'empereur Palpatine dans c'est une version très, très sexy, on va dire, de l'empereur. Mais c'est ça, c'est elle qui a réussi à mettre la main sur Solo. C'est ça, on va en parler bientôt. Là. Je pense que tout le monde maintenant sait c'est qui. Mais elle est quand même moins jolie que dans le film. Ah ben ça c'est une question de point de vue. Jean, dans notre dernière émission sur Boba Fett, sur le livre de Boba Fett, Jean a affirmé qu'elle jouait mieux. L'actrice jouait mieux dans le comics que dans ses films. Mais bon. On va développer sur ce personnage très bientôt. Et peut-être que Sylvain va arriver. Ouais, va apparaître comme ça. Non, il sait pas qu'on va parler d'elle, donc. C'est vrai. Et sinon, ben ça c'est un peu le lancement, on va dire, de l'événement. C'est comme le numéro 1 de War of the Bounty Hunters. Et on finit cet album-là comme tel avec le numéro suivant de la série Bounty Hunters. Je sais que ça vient mêlant. Mais où est-ce qu'on a... on est de retour sur Nar Shaddaa et on a Valance et Dengar qui sont là, mais c'est au même moment où on a l'équipe... comment on a dit tantôt? Les joyeux copains rebelles, là, quelque chose comme ça. Fait qu'on a Luke avec Chewbacca, tout ça, à la recherche de Han Solo. Et là, Chewbacca et Dengar vont se croiser, mais Chewbacca, lui, dans sa tête, Dengar a essayé de les tuer, alors que Valance. C'est Valance, ouais. Mais Valance, lui, c'est l'inverse. Il veut aider Chewbacca à les retrouver, tout ça. Donc, ça ensuit une certaine échauffourée. C'est pour ça qu'on les voit s'affronter sur la couverture là, du dernier numéro. Donc, voilà. Et tout ça, dans le fond, Valance finit par obtenir d'un indique de Dengar, donc un informateur de Dengar, que, en fait, l'organisation en question, tout ça, ceux qui possèdent Solo en même temps, c'est Crimson's Down, donc l'Aube écarlate en français, donc la fameuse organisation criminelle de Darth Maul, mais de Kira dans le film Solo. Voilà pour ce premier volume. Alors, Francis, vous m'avez dit tout à l'heure que je m'étais trompé, que Aphra 10 ne faisait pas partie de cet album. Pourtant, je suis allé vérifier, parce que je n'ai pas la version physique, je suis allé vérifier sur le site de Panini Comics et il est bien noté que Aphra 10 fait partie du volume. Ah tiens. Ah, bon, tu vois, moi aussi, j'avais vérifié avec quelqu'un qui a l'album physique en main et il m'a dit le contraire. Donc, visiblement, il est pas. Alors, moi, je me fie à ce qu'aucun d'entre nous n'a l'album physique. Donc, je me fie à ce que je lis sur le site de Panini. Donc, je pense que normalement, ils sont quand même à jour. Il pourrait y avoir une erreur sur le site de Panini aussi. Bien sûr, mais de toute façon, on a déjà discuté dans l'émission du même numéro. Donc... Exactement. Oui, coup, alors, en plus, il y serait deux fois. Ouais, alors c'est pas impossible.
Mais on va juste faire un petit point rapide pour revenir dessus, puisque si vous avez envie d'avoir un truc plus détaillé, je vous réfère à notre ancien épisode Star Wars Littérature. Par contre, juste un point rapide. On est sur un épisode où le lien avec la guerre des chasseurs de primes est très très mince. On n'est que sur les 2, 3, 4 dernières pages où on nous tease que une aventure d'Afra et de ses amis va les mener certainement à rencontrer les autres protagonistes de ces épisodes. Donc voilà, comme ça on a fait le petit point Afra et on pourra passer. Parfait. Voilà. Ok. C'est un dilemme aussi pour les éditeurs, hein, parce que pas de rassembler comme ça ce crossover énorme en plusieurs tomes comme ça, faut savoir quel numéro mettre, tout ça, ça va pas être évident pour eux non plus. Donc, parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir peut-être le Afra dans ce, que c'est que des préludes de tous ces numéros-là, sauf le dernier Bounty Hunter qui conclut ce numéro, c'est tous des préludes au crossover en fait. Donc ça aurait été sympa de mettre le Afra dans celui-là aussi, mais en même temps voilà, c'est le choix d'éditeur, c'est comme ça quoi. C'est pas trop dérangeant non plus. Pour ce volume, donc on vient de le dire, hein, on est sur des prologues, des préludes. Donc le lien dans les séries, donc hormis le premier et le dernier épisode, les liens tels quels dans les autres séries sont quand même assez minces. Je pense que pour moi, ça va être le gros défaut de ce volume, c'est que on n'est pas totalement dans la guerre des chasseurs de primes encore. Par contre, heureusement qu'il y a le numéro Alpha et le War of the Bounty Hunter numéro 1 qui pour moi, qui sont déjà vraiment consacrés à Boba et qui pour moi relèvent clairement le niveau du volume complet quoi. Pour moi, c'est dans ces épisodes-là qu'on a les choses les plus intéressantes. Notamment, alors, Francis t'a dit tout à l'heure que Forlom se faisait arracher la tête et que Boba partait avec, et que ça allait justement lui donner l'indication de qui avait mis un contrat sur sa tête. Mais on assiste à la mort de Zuckuss aussi, à ce moment-là. Alors, tant qu'on n'a pas vu le corps, il n'est pas vraiment mort, mais il se fait quand même balancer d'une plateforme dans le vide. Donc on peut dire, on peut imaginer que son destin là se finit en tout cas tragiquement. Tu veux dire de Zuckuss, la mort de Zuckuss? Oui, la mort de Zuckuss. Ok, c'est ça. Parce que j'allais dire c'est un droïde, fait que sa mort c'est jamais défini. Ah non, ça c'est pour Forlom. Zuckuss, ouais, effectivement, il tombe dans le vide. Mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ah, alors. C'est qu'avec Marvel, hein, un peu comme des bandes annonces au cinéma, avec les comics Marvel, on connaît toujours les couvertures des prochains mois à venir. Je t'avoue que je suis pas allé regarder. Et un des one-shots, parce qu'il va y avoir des one-shots aussi dans la guerre des chasseurs de primes, et un des one-shots, c'est Zuckuss et Forlom. Donc, c'est vrai. Ça pourrait être même quand moi, ça pourrait se passer avant. J'ai jamais interprété ça comme une mort, parce que... D'accord. Pour moi, c'était vraiment, pour moi, les deux personnages étaient morts, et on les voyait pas, et j'allais justement dire que j'étais pas mécontent, parce que ça fait un moment qu'on se les coltine, notamment dans Bounty Hunter. Bon, alors je vais ravaler mon commentaire et puis on verra pour la suite. Je vais même te teaser le fait que t'es mieux de t'y faire parce que on va les revoir. Ah zut! C'est dit. Mais je précise que c'est des personnages pour qui j'avais zéro intérêt avant l'événement de la guerre des chasseurs de primes et qui là, au fil des différents récits où est-ce qu'ils apparaissent, j'ai appris à les apprécier. Donc voilà. Pareil. Et du coup, pour bondir à ce que tu disais Loïc sur le fait, c'est vrai que le point fort de ce volume-là, donc ces 2 épisodes de la guerre des chasseurs de primes, il faut savoir qu'en fait les autres numéros, c'est un peu comme des tie-in, comme on dit en comics, c'est un peu des histoires parallèles au récit principal en fait. Ce qu'on a préféré, je pense tous ici, c'est vraiment l'intrigue principale. Et le reste, ce sont des à côté qui nous racontent les histoires des autres personnages pendant les événements d'histoire principale. Quoi. Donc, dans chaque numéro, on sent la même chose qu'on a dit pour Afra. Dans l'émission d'Afra, si vous vous souvenez, on disait on sent que les scénaristes se sont fait dire bon, ben là, il y a un événement, fait que soit vous finissez vos intrigues, soit vous reportez des choses.
Et on sent ça à chaque numéro. Là. Je pense que celui qui c'est le pire, c'est peut-être celui de Vador. Ouais, j'allais te le dire. Vraiment, Ouais, il se passe rien. Ah oui, voilà, on va être d'accord Alors, sur ce. si, il se passe quand même quelque chose d'incroyable. Parce qu'il faut quand quelque même chose qu'on en parle. d'important, mais c'est ça, il se passe de quoi dans ses pensées, donc... Alors, oui, parce qu'on retrouve la structure classique des épisodes de Vador, 1000 flashbacks dans l'épisode, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque, etc. Non, par contre, on apprend que Vador s'est retrouvé seul face à Han Solo et Chewbacca au détour d'un spatioport, et qu'ils ont réussi quand même à s'échapper. Ouais. Alors ça, franchement, je suis déjà pas tendre en ce moment avec la série Dark Vador, mais c'est sûr qu'avec un épisode comme ça, c'est évident. Non, je comprends. Hein. J'ai aimé l'originalité qui se trouve dans un espèce de concessionnaire à YT, à YT 1300. Donc c'est tous des Faucons Millennium stationnés et en train de voler. C'est comme ça qu'ils s'échappent, voilà. Bon. C'est sur Corellia, à la rigueur de fabrication. Donc, c'est franchement pas le pire de l'épisode, mais c'est vrai que attends, c'est pas possible, t'échappes. C'est des personnages lambda et tout le monde peut pas s'échapper de Vador comme ça. À un moment donné, faut arrêter. Ouais. Donc quitte à raconter ça, autant pas le raconter en fait. C'était pas nécessaire. Moi, ça m'a pas choqué autant que son revirement d'attitude sur Luke. C'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. Je disais, il se passe rien, mais une chose importante quand même pour la suite des histoires, c'est que c'est toujours lui qui a protégé Luke. On va dire qui empêchait tout le monde de le tuer. Là. Et là, tout à coup, il décide que non, je vais l'éliminer. Ça, je l'ai pas vu venir et je suis même pas encore certain après des mois, parce que j'ai lu quand c'est sorti, là, on était quoi? Au mois de mai, peut-être, dernier, quelque chose comme ça. C'était le mois de mai. Je l'ai toujours pas digéré ou accepté, ou peu importe. Il y a quelque chose dans ce revirement-là qui passe mal. Bon, tu vois, c'est pas ce qui m'a choqué le plus. Hein. Tant qu'on est à parler de ce numéro, c'est au niveau dessert, toujours pareil. Bon, c'est Berk. Ouais, alors déjà, c'est pas beau, mais en plus, le découpage, je sais pas si vous avez remarqué, mais t'as des pages, je sais pas si on peut pas les mettre les pages, c'est dommage, mais c'est compliqué à décrire. T'as des pages où t'as des cases noires en fait, t'as rien dedans. Ah oui, t'as plusieurs successions de petites cases noires qui te disent. Mais c'était déjà le cas dans les albums précédents. Hein. Ah bah tu vois, c'est bien marqué. C'est sa façon de se plonger dans les souvenirs de Vador qui repense à un moment. Donc, comme s'il fermait les yeux et puis tout à coup il avait une vision, puis après il referme les yeux, puis il y a encore une vision. Et puis après, il referme les yeux et c'est moi qui pleure du sang. Oui, c'est encore des ressucés des épisodes des films, quoi. C'est toujours pareil, flashback de films. Moi, il est très rapide à lire, et ça, c'est le seul avantage du numéro. Ouais. Je peux le montrer à l'écran là, rapidement. Mais pendant que je fais le partage, moi, je mentionnerais le point intéressant que j'ai trouvé quand même, c'est de retrouver Masameda et le nom de l'autre m'échappe, là, mais Lumbaran à la peau blanche. On a les grosses cases noires dont tu parlais, là, Jean. Ouais, ça fait un peu lazy, là, je trouve, quand même. Hein. Ouais, exact. Mais t'as raison, c'est un comics qui se lit extrêmement vite, là. Mais voilà, on est vraiment de retour d'Hexagol. On voit Vador qui est très magané. Je sais qu'en France, ça veut rien dire ce terme-là, fait que je fais exprès de l'utiliser. On a aussi, voyons comment il s'appelle, Oshi de Bestoun, c'est ça? Oshi de Bestoun, oui. Oshi de Bestoun. Slimemour, l'assistante. Slimemour, l'assistante Umbaran. Mais il y a toutes des discussions, c'est ça, Masameda, surtout Masameda, en fait, qui veut qui dit à l'empereur, non, il veut vous tuer, donc on devrait pas le réparer. Bon. Et pour la suite des choses, à la fin, on a Vador qui décide de réquisitionner Oshi de Bestoun. Et puis, comme tu disais, ça finit vraiment. Il se fait réparer, il récupère Oshi, et puis, on va chercher Solo. Voilà, en fait, il est jeté dans le crossover vraiment un peu à l'arrache. Et d'ailleurs, le personnage qui est jeté dans le crossover, c'est même pas tant Vador que Oshi, puisque c'est Oshi qui va faire face à un Hutt. Alors, je sais pas, Francis, si tu peux nous afficher ce Hutt qui ont l'image. Le Hutt sexy, musclé, qui est vraiment... qui a des abdos et tout. Il s'appelle Boku. Alors, Boku, en français, ça ferait Boku le Hutt. Boku. Mais qu'on a eu dans plusieurs séries. Donc, voilà.
Donc c'est Ochi qui va se retrouver face à là et qui va partir un peu plus sur la trace de Solo que Vador même lui-même. Donc voilà, vraiment un épisode. Il a dû aller à la salle, le vote là. C'est ça. Ouais. Il y a de beaux yeux bleus en plus. Ouais. Vraiment, c'est mais ceux qui le verraient pour la première fois, je trouve que c'est mieux de le ramener dans un comics que de l'amener au grand écran. Là. Certains étaient déçus de ne pas l'avoir dans le livre de Boba Fett. Justement, Francis, après l'apparition des jumeaux Hutt dans le 2e épisode, j'avoue que je me suis posé la question, comment rendrait ce personnage en version live, hein? Vous savez que je suis vraiment attaché à ça. Très mal, donc mais j'aimerais bien. C'est mieux de l'avoir à l'écran. J'aimerais bien voir. Alors, c'est pas les seules choses qui m'ont. Je vais commencer par tout ça. Hein. C'est pas les seules choses qui m'ont dérangé pendant ce volume. Il y a des petits détails qui me chagrinent un petit peu. L'épisode alpha s'ouvre avec un problème de carbonite. Donc en fait, la carbonite dans laquelle est enfermé Han Solo est instable et elle commence à fondre en fait. Et donc c'est ça qui va amener Boba à l'amener chez un docteur en fait qui va le réparer. Le docteur lui mentionne que justement la carbonite est instable parce qu'il y a un corps à l'intérieur. Donc ce qui pourrait dire que comme c'est pas habituel, ça marche pas. Pourtant il me semble bien que dans Clone Wars c'est largement acté que des corps sont transportés dans la carbonite sans aucun problème. Et dans Mando aussi, alors Mando se passe après, donc on peut dire qu'effectivement il y aurait pu avoir une instabilité à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu l'incohérence de Clone Wars. Clone Wars, c'est c'est Rex et puis Anakin et tout un panel de personnages qui se font mettre en congélation carbonite sans aucun problème. Et là, par contre, on ne sait pas pourquoi ça pose un souci. Sinon, il n'y avait pas d'histoire, c'était dommage. Et c'est dans l'épisode de Star Wars que R2D2 révèle à Luke que pendant son passage dans l'étoile de la mort, dans Un Nouvel Espoir, quand il s'est connecté aux bases de données de l'Empire, il a téléchargé toutes les localisations des différentes bases Jedi dont l'Empire avait connaissance. Alors, il a vraiment attendu 4 ans pour dire ça à Luke? Franchement, mais qu'est-ce que ça vient faire? Je l'ai pas compris non plus. Et c'est pas possible. Alors, si, on sent bien que c'est fait pour positionner la suite de la série pour la partie Luke Skywalker qui, lui, ne va pas prendre... Alors, je sais pas s'il va prendre part au crossover, mais je sais par les couvertures qu'il va mener des recherches... Enfin, on voit que il est parti sur une piste différente de celle de ses amis. Je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, ce sera le cas. Donc, je comprends, il faut positionner ça. Par contre, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment très, très, très particulier. C'est en le relisant que j'ai tempéré ma surprise, dans le sens où le lien est plus fait par rapport... Parce que c'est en plusieurs cases. Hein. R2 essaie de parler à Luke, et c'est C3PO qui doit traduire, mais en plus, c'est sur plusieurs moments. Mais c'est ça, en relisant, j'ai compris que, en tout cas, mon interprétation, c'est que c'est leur... j'ai plus le nom de la planète, là, mais dans le deuxième numéro, ils sont allés sur une planète où est-ce qu'ils ont récupéré le sable jaune. Et c'est ça qui a fait réaliser à R2 que cette fameuse liste-là, c'est une liste d'endroits là, Jedi possibles. Parce que sinon, effectivement, c'est complètement con que depuis le tout début, R2 a ça dans ses circuits et n'en a jamais parlé à Luke. Bon, c'est ça. Mais j'ai trouvé que c'était mal amené dans le comics, ce qui fait qu'on avait tous ce réflexe-là de dire « mais c'est donc bien stupide ». Ça mériterait effectivement, la façon dont tu le présentes, peut-être une relecture des 2-3 pages. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Alors, ça, c'est vraiment pour les points... Pour moi, voilà, les pointilleux et qui sont les plus problématiques. Sinon, je dois dire ça, tu vois. Pourtant, c'était... je sais pas, je l'ai pris comme un coup de poing au milieu du visage, quoi, vraiment. D'accord. Mais pour moi, c'est vraiment les points les plus faibles du volume. Après, j'ai vraiment pris quand même du plaisir à suivre cette histoire. La première partie avec Boba dans l'arène de Gladiateur était vraiment super intéressante, même si j'ai détesté la combattante araignée que j'ai trouvé vraiment écœurante. Arachnophobe, c'est pas... ouais, en plus. Mais je trouve qu'il s'en sort. Je trouve que Boba s'en sort bien. Il a vraiment ce côté badass de Boba Fett. J'y vais à fond. Me faites pas chier. Le premier qui se met en travers de ma route, je le dézingue. Et chez Jabba,
Dans l'épisode de War of the Bounty Hunter numéro 1, c'était le cas aussi. Il arrive, il est vraiment en colère, il veut flinguer tout le monde. Donc vraiment, je trouve qu'on a une très très bonne caractérisation du personnage. Après, tous les autres personnages qui gravitent autour sont très corrects aussi. Valence, il a un passif avec Han Solo, donc ça fonctionne très bien. Et c'est un passif qu'on connaît, parce qu'on l'a lu, on l'a découvert dans les volumes précédents. Évidemment, les rebelles, et surtout Chewbacca en tête, cherchent à retrouver son ami. Donc ça, c'est pareil, c'est super cohérent. Je l'aurais peut-être... Ouais, alors, il s'est adressé dans le volume. Hein, on nous dit, on va pas prendre Lando avec nous, parce que si on arrive à libérer Han de la carbonite et qu'il voit Lando à ce moment-là, il va peut-être lui foutre son poing dans la gueule. À ce moment-là de l'histoire, c'est vrai que ça n'aurait pas eu trop de sens, mais peut-être que ça aurait plus de sens que Luke, justement. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai vraiment bien appréciées. Il y a une vraie continuité dans l'histoire, tout au long des épisodes. Ça s'enchaîne, même si on est sur des prologues, hein, donc je me dis, si ça s'enchaîne aussi bien dans les volumes prochains, ben ça sera vraiment, en tout cas, on aura envie de tourner les pages et d'arriver à la fin. Mais j'ai vraiment envie, et je ne sais pas ce qui se passe par la suite, je le redis, j'ai pas lu la suite, j'ai vraiment envie que ça se concentre sur Boba, que ce soit vraiment le plus gros morceau, qu'on voit comment Boba réussit à récupérer son trophée, puisqu'on sait qu'il le récupère forcément, puisque c'est bien lui qui va le livrer à Jabba. Ben, Boba va être nécessairement au centre de tout cet événement-là, parce que comme tu dis, on le sait qu'il va le récupérer pour finir par le livrer à Jabba. Mais ça reste qu'il ne sera pas au centre de l'intrigue de chaque série. Non, pas de chaque série. Dans Vador, dans ça. Mais oui, il va être, c'est ça, il va être bien présent, tout ça. Moi, il y a le découpage, ce dernier, parce que quand on les lit à la suite comme ça, il y a le Bounty Hunters de la fin qui semble un peu, être à part des autres. Mais je crois que c'est la suite, justement, qui va expliquer le découpage de Panini. Donc là, vraiment, on comprend qu'à la fin de cet album-là, tout le monde a l'espèce d'invitation là, de Kira. Tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose. Là, et bon, le prochain album, ça va être la suite de tout ça. Fait que je fais très attention de ne pas te spoiler, Loïc. Mais voilà, sinon, tu mentionnais, oui, c'est inégal, mais il y a quand même une certaine logique. Puis il fallait, tantôt je l'expliquais, là, on a l'impression que toutes les intrigues ont été interrompues, puis bon, il y a un événement. Mais dans les faits, non seulement c'est ça pour en dehors de l'univers, mais même in-universe, c'est un peu ça aussi. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe pour tout le monde. Parce que même Luke mentionne, bon, on a nos rebelles qui sont pris, là, la flotte, tout ça. Fait qu'il y a des mentions de ce qui se passe dans chaque série, mais du côté de Bounty Hunters, on a aussi là, la petite fille là, qui est censée faire la paix entre les différents syndicats du crime, tout ça. Mais là, l'événement, c'est ça. Puis Kira a fait exprès d'aller chercher Han Solo parce qu'il fait le lien à ce moment-là entre toute la galaxie, comme elle explique, même si pour moi c'est exagéré. Et bon. Et justement, il y a une page qui résume parfaitement ça. Il y a la splash page de 2 pages où tu vois qu'il y a au milieu et tous les héros de toutes les séries tout autour. Elle est superbe cette page. Mais sinon, c'est sûr qu'on a l'inégalité aussi des scénaristes et des dessinateurs. Je suis le premier à me plaindre quand c'est plusieurs dessinateurs dans un album. Là, c'est une espèce d'anthologie, on va dire, on n'a pas le choix. Ouais. C'est normal, c'est incompréhensible. Bien sûr. Et au niveau auteur, je trouve que ça paraît aussi parce que on a Charles Soule sur 2 séries là-dedans, si on peut appeler ça comme ça, à la fois sur Star Wars et à la fois sur War of the Bounty Hunters, tu sais, le Alpha et le numéro 1. Et je trouve que ça paraît, parce que pour moi, c'est les... Bon, il y a le Star Wars qui était, bon, dans la continuité de la série Star Wars actuelle, mais ça reste que l'écriture de Charles Soule, j'aime beaucoup. Donc, mais comme tu disais, je crois que c'était Loïc en début d'émission tantôt, vraiment le meilleur de cet album-là, c'est les 2 War of the Bounty Hunters comme tel, le Alpha et le numéro 1. Mais ouais, je suis globalement d'accord avec toi, hein, mais quand même un petit big up à... je sais qu'elle n'est pas très appréciée dans l'équipe, mais la Bounty Hunter, j'essaierai de la défendre un petit peu, déjà parce que c'est Ethan Sachs, le scénariste,
Et c'est pas un manche non plus, le gars, quoi. C'est quand même All My Hawkeye, All Man Quill, tout ça, quoi. Et il a fait beaucoup de Star Wars aussi. Je trouve que, ok, c'est une série, on l'a déjà dit, enfin, vous l'avez déjà dit dans les anciens épisodes, c'est beaucoup plus action, brainless et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même là, je trouve que la relation entre Valance et Solo est quand même pas mal bien développée. Et pour une série qui s'appelle Bounty Hunter, je trouve que le gars arrive quand même à bien lier un petit peu tous les chasseurs de primes qu'on a vu pendant un plan dans le Empire Strikes Back là, et il arrive quand même à développer un truc autour de ça, et je trouve que c'est pas si mal que ça, quoi. Donc big up pour les Bounty Hunters, que je trouve peut-être en dessous de la série principale de Shersoul, qui est quand même tip top, et Ethan Sachs aussi quand même. Ouais, en fait, la combinaison d'Ethan Sachs avec Paolo Villanelli, qui est au dessin, je trouve, est parfaite. Villanelli, qui est vraiment un dessinateur dans l'action, dans les combats, à la fois que ce soit de vaisseau, là, ou que ce soit à main nue, on va dire. Et non, c'est ça, Villanelli, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, les dessins... on est dans de la bataille sans arrêt, donc je peux partager un peu à l'écran pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Mais voilà, vous reconnaissez le style là, dès la première page. Vous voyez tout à fait le genre. Le combo Dengar-Valance est quand même intéressant aussi. Ouais, ça fonctionne bien. Hein. Mais déjà dans les précédents épisodes pour cette série-là, il y avait une belle dynamique. Pourtant, dans le premier volume, je me souviens que ça m'avait pas emballé la façon dont ça se passait, mais là, c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est bien lié avec l'histoire principale. Donc, moi, ça me va, quoi. Non, c'est ça. Je trouve que c'est une série qui sinon m'intéresserait pas, mais ce que Ethan Sachs et Villanelli réussissent à en faire, chapeau. Ouais. Et justement, le perso de Valance, là, c'est pareil, c'est grâce à Star Wars en direct qu'on a appris que c'était un perso légende, encore une fois, ramené dans le canon. Et la première réaction que tu vois en voyant ce personnage pour la première fois, tu dis ouais bon, c'est Terminator, c'est un rip-off et tout, mais non, vous expliquez bien, pareil dans les autres émissions, que qu'il est apparu bien avant la sortie du film Terminator. Du coup, c'était intéressant comme anecdote. Ouais, c'est ça, je pense à la date de 77, là. Si on fait que bien avant les Terminator. Et de toute façon, au niveau de son visage aussi, que ce soit jusqu'à maintenant, mais dans les épisodes futurs, sans vouloir trop spoiler Loïc, son recouvrement de visage évolue. Donc, des fois plus Terminator, des fois l'inverse, plus semblant d'humain. Donc, c'était déjà le cas dans les épisodes d'avant, Francis. Ouais, je pense. Ouais, non, mais pas par erreur, je veux dire. Au niveau scénaristique, c'est ça, il se fait amocher, il se fait réparer. Donc, d'accord. Ok. Mais non, mais ça... Non, vas-y. Non, c'est juste une petite référence. Il y a le Bounty Hunter 12, donc le premier numéro de l'épisode s'appelle Target Solo, et du coup ça fait référence à Target Vador, où je crois que c'est là que Valance apparaît pour la première fois, et Target Valance, qui était aussi un titre de tome. Donc là ça continue avec Target Solo, qui est plutôt bien approprié en plus, je trouve. Ouais, moi aussi j'ai remarqué le même petit, pas jeu de mots, mais référence. Ouais. En fait, c'est son premier album à lui, on va dire, Target Vador, mais on l'avait déjà quand il était cadet avec Anne. Donc, oui, c'est vrai. Canon, il est revenu dans Cadet Impérial. Cadet Impérial. C'est ça. Et justement, voilà, la relation avec Solo, justement, tu parlais du flashback dans le résumé, et ça, c'est vrai que tu aurais pu te dire au premier abord, en flashback, c'est vrai que c'est un peu relou par moment. Là, c'est vraiment intéressant, je trouve que tu vois encore bien la relation entre les deux, qu'il y a un passif entre les deux, que voilà, ça n'a pas toujours été facile par le passé, et que ça a des conséquences sur ce qui va arriver après. Donc c'était assez intéressant aussi, leur relation. Ouais, on l'a pas dit, mais ils finissent par clarifier la situation à la fin de l'album. Donc voilà, Chewbacca ne tue pas Valance et vice-versa. Mais finalement, Chewbacca, il est quand même assez patient pour un Wookiee qui semble quand même vachement sur la réaction, parce qu'il avait fait le coup avec Lando dans l'épisode 5, alors qu'il aurait pu lui briser la nuque en un seul moment, en une fraction de seconde, quoi.
Ouais, et c'est Chewbacca qui a, dans le numéro de Star Wars, c'est Chewbacca qui a dit non, on n'amène pas Lando parce qu'on peut pas s'y fier, etc. Luke voulait apporter Lando parce qu'il disait on va sur Nar Shaddaa. C'est sûr que Lando doit connaître ça comme le fond de sa poche. Oui, mais, voilà, Nar Shaddaa. Non, Chewbacca est rancunier, je crois. Oui. Pour un gars qui a 200 ans, là, je trouve que la rancœur... mais c'est connu ça, non, dans le canon que un Wookiee a toujours des grudges. Si tu fais quelque chose de mal à un Wookiee, ça rappellera toute sa vie, quoi. Alors, ils ont pas une mémoire d'éléphant ou quelque chose comme ça. Mais justement, j'allais dire que c'était en fait à l'inverse, c'est que si tu fais quelque chose de positif pour un Wookiee, t'as une dette de vie, donc c'est vraiment à vie. Mais en fait, si tu fais une erreur, à l'inverse, c'est à vie aussi, quoi. Oui. Ça me fait penser ce que tu dis, la dette de vie. C'est intéressant justement dans le dernier Bounty Hunters, Valance, qui pendant un certain temps a fait tout pour sauver la vie d'Han Solo dans la série. Là, il va préciser que ce n'est pas juste une question que Han Solo lui a sauvé la vie, c'est qu'il a aussi changé sa manière de voir la vie. Donc, ça dure quelques cases, là, mais bref, il explique ça, alors que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était pas spécialement précisé. Donc, voilà. Oui, c'est ça, il était sur le point de mourir et... non, c'est ça, non? Et puis Solo lui a sauvé la vie, en fait. Ouais. En gros, c'est ça. Ben, Solo lui a sauvé la vie, mais après ça aussi, il y a une fois que... Parce que là, Valance était fini, tu sais, ne pouvait plus être pilote, tout ça. C'est Solo qui a fait réaliser que... il y a d'autres priorités dans la vie. On va dire ça comme ça. Non, c'était pas mal comme histoire aussi. Ouais. Et du coup, tu mentionnais Nar Shaddaa, alors je sais pas si Loïc, tu voulais entamer un autre pan de... Non, vas-y, je l'avais noté, mais vas-y. Ah bon, après, moi, ça va être très en surface, je pense, parce que je suis pas très connaisseur non plus, mais Nar Shaddaa, alors c'est rigolo, parce que c'est la lune de Nar Shaddaa, voilà, qui est aussi connue dans le Légende, du coup, et justement, moi, j'ai lu cette issue en même temps, c'est tombé vraiment coïncidence, que quand j'étais en plein dans Dark Empire, justement, donc la trilogie très connue dans les légendes, quoi, celle qui se passe après l'Auto des Jedi, après la trilogie Throne aussi, si je ne dis pas de bêtises, et où ça se passe aussi à Nar Shaddaa. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'ils ont repris... Allô ? Vous m'entendez ? Oui, j'ai cru que ça avait frisé. Non, vas-y. Ils ont repris un petit peu, alors évidemment, c'est des dessins des années 90 comparés à des dessins de maintenant, mais ils ont repris quand même un petit peu cette lune un petit peu à la Tortuga de Pierre des Caraïbes, quoi. Vraiment une planète. Il y a un lien entre ils ont un petit peu repris le design du Legend et ils l'ont adapté à maintenant, quoi, un petit peu à la Blade Runner. Voilà, c'est une ville Blade Runner entièrement urbanisée et tout, et c'était pas mal ça. Là, il mentionne la Smuggler Moon. C'est ça qu'il mentionne plusieurs fois. Blade Runner, mais en plus criminalisé et à l'abandon un peu. Hein, c'est ça, tu sens qu'il n'y a pas d'État qui entretient quoi que ce soit. Mix entre Tortuga et Blade Runner, là, c'est ça. Mais il y avait plusieurs références d'ailleurs à la première fois dans le canon qu'on avait trouvé Nar Shaddaa. C'était dans le deuxième album de la série de 2015. C'était dans la série Star Wars. Ouais, c'est ça. Dans la série Star Wars de 2015. Et il y a plusieurs références à ça, là. Justement, Luke qui avait affronté... il est de retour au même endroit, en fait. Ouais, c'est ça. C'était aussi beaucoup, si je me souviens bien. En tout cas. J'ai pas souvenir. Je me demande si c'était pas Gracchus. Hein. Ah oui, Gracchus. Là. C'était Gracchus à l'époque, ouais, c'est ça. Ouais. Le collectionneur d'artefacts. Ouais, qui avait plein de sabres Jedi, là. Exactement. Mais... sabres Jedi. Ouais, en tout cas, des sabres laser. On va supposer que c'est des Jedi, des sabres laser. Sabres laser. Mais c'est vrai que Nar Shaddaa, c'est une planète que je trouve qu'on a revue déjà quand même plusieurs fois maintenant, qui commence à avoir... je serais vraiment pas surpris que ce soit une planète qu'on visite en live action, d'autant que voilà, avec Boba Fett, ça aurait vraiment du sens. Je pense que ça pourrait être sympa. Déjà fait. On n'a pas été dans le Mandalorian. Sur Nar Shaddaa ? Non. C'était dans le si. Au début, le combat de gladiateurs gamoréens, là. Non, pour moi, c'était pas Nar Shaddaa. C'était pas spécifié d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie. Dans mes souvenirs, c'était Nar Shaddaa. Mais... non, je pensais peut-être. Il y avait une. Je crois qu'on. Alors, c'était pas Nar Shaddaa, c'était Naluta, sur laquelle on allait dans Clone Wars, peut-être alors. Mais dans l'espace pot, en tout cas. Ouais, dans l'espace pot. Mais dans Mandalorian, c'est pas précisé la planète sur laquelle on ouvre la saison 2. Ok.
Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est... Bon, alors évidemment, on parle de chasseurs de primes, on parle de Hutt, donc Nar Shaddaa, elle a toute sa place, hein, c'est des planètes criminelles, un peu tout ça. Mais je trouve que même visuellement, c'est intéressant. Alors c'était une planète qu'on avait vue visuellement à l'époque dans le jeu Jedi Knight 2. C'était, je crois, la seule, de mon souvenir, la seule apparition de Nar Shaddaa vraiment visuellement parlant. Là maintenant, elle est quand même développée dans le canon, donc je suis assez content. J'apprécierais que ce soit une planète qu'on revoit et qu'on y reste. Je sais pas si... Ne dis rien, Francis, ne dis rien. Je sais pas si c'est une planète sur laquelle on reste ou sur laquelle on va repasser, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose avec cette planète que j'aime beaucoup. Ouais, tu sais, ça... Il y en a eu une deuxième aussi que j'avais trouvé intéressante à la fin de la série Star Wars de 2015. Là. Je sais que la fin, mais il y a eu 75 numéros. Mais il y avait un petit côté comparable, mais en plus propre, là, où est-ce qu'il y avait Champion, Dark Champion. Ah oui, comme ça. Fait qu'on était aussi dans le style Blade Runner, mais plus propre, plus haut dans les étages, en tout cas. Ouais. Bref, voilà. Mais en tout cas, globalement, moi, c'est un numéro d'introduction que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé qu'il faisait son travail, dans le sens qu'on notre curiosité est piquée. Donc, si le but est de nous pousser à acheter les prochains, et c'est précisé qu'il va en avoir 5, c'est 1 sur 5, c'est jusqu'au mois d'avril, donc c'est ça, les gens savent à quoi s'en tenir. Fait que j'ai l'impression que certaines personnes, justement, qui n'achètent pas tout, vont acheter ces numéros-là, ces regroupements-là. Fait que de là, l'intérêt de ne pas se limiter uniquement au 100%. Francis, 168 pages, même si c'est du souple, 168 pages pour 16 €, on est quand même sur un rapport qualité-prix qui est énorme. À titre comparatif, le dernier épisode qu'on a fait sur Afra, qui était le volume 2, on était sur 112 pages à 18 €. Alors certes, c'est du cartonné, mais il y a quand même une sacrée différence. Donc, ouais, là, le cartonné est à 21 €, le 20 et 95. Là, ouais, bah oui, parce que lui, les versions cartonnées, par contre, vont... les versions cartonnées, donc des séries régulières qui vont sortir, seront sans doute impactées par le changement de prix. Donc elles passeront plus cher. Mais là, franchement, à niveau rapport qualité-prix, quand tu te pointes dans ta librairie et que tu vois Star Wars, un beau volume épais comme ça, bah, je me dis que ouais, pour ce prix-là, il y a moyen de se laisser tenter, quoi. Et les 100% au rapport page-prix seront plus chers que effectivement ce numéro souple qui est meilleur marché. Bien sûr. Mais moi, il y a, comment dire, un détail, et c'est le Québécois attaché à sa langue qui certains vont reconnaître, là, mais le choix de Panini de ne pas traduire l'événement. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et plusieurs Québécois, là, par exemple, Danny, pour préparer les vignettes d'émission, tout ça, m'a demandé, mais as-tu la couverture en français, le titre en français? J'ai dit, ben voici le titre en français. Ouais, le titre en français qui est le titre américain. Ils n'ont pas traduit la série Bounty Hunter, fait que c'est peut-être pour ça, pour rester dans le... Là, c'est War of the Bounty Hunter. Mais je veux dire, chasseur de primes, tout le monde utilise chasseur de primes, vu que dans les films, c'est comme ça. Je comprends pas. Guerre des chasseurs de primes. C'est vrai, je suis d'accord. C'est dommage. On survivra. Hein. C'est un choix marketing. Mais je sais qu'entre autres en France, bon, Panini n'est pas uniquement en France, mais je sais qu'il y a cette omnubilation-là de l'anglais dans le marketing. Là, alors, quand les Québécois débarquent en France, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout est en anglais. » Mais voilà, c'est ça. Nous, d'ici, on trouve ça très comique parce que la seule chose en voyant l'album, je ne sais pas si je peux remettre j'ai pas la couverture en français en image, mais la seule chose qui te dit que c'est le Panini français, c'est le logo Panini dans le bas. Bah oui. Pour le reste, tu crois vraiment avoir affaire au TPB de chez Marvel. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, surtout que c'est la même couverture que le TPB américain. Oui. Ça, je saurais pas dire. Je sais pas. Ouais, c'est le même, ouais. Donc, voilà. Bon, c'était mon point, mon édito. La prochaine fois, quand vous inviterez Aurélien, il faudra lui demander une des questions.
Et je me demande si c'était pas imposé par Marvel. Non. Quand on lui avait posé pour Bounty Hunters, il nous a répondu c'est juste parce que ça sonne plus badass. Oui, c'est vrai. Bon, là aussi, War of the Bounty Hunters, c'est la même chose là. aussi. Ouais, je pense qu'on peut garder la même logique. Donc voilà. Au moins, Docteur n'est pas devenu Docteur Afra et Non. Bref, peu importe, c'était la minute traduction, donc ceux qui prennent tout leur Star Wars en anglais verront pas ça passer, là, c'est pas grave. Côté graphique, du coup, comme on l'a dit, il y a forcément une forte diversité puisque chaque épisode est dessiné par soit le dessinateur de sa série, soit par un nouveau dessinateur pour les nouvelles séries. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, ça reste vraiment correct. Il n'y a pas de, hormis sur Afra, je veux dire, il n'y a pas de grosses différences, même niveau colorimétrie. Je trouve que c'est assez lisse. On n'a pas, on saute évidemment, on voit bien les différents épisodes, mais ça nous arrache pas non plus les yeux, quoi. T'as vu justement au niveau hauteur, désolé, je te coupe encore une fois, mais vas-y. Sur le War 1, le War of the Bounty Hunter numéro 1, donc c'est toujours sous au scénario, mais c'est Luke Ross au dessin, du coup. Donc alors c'est lui, bien sûr. Ouais, et si vous vous rappelez bien, c'est celui qui avait fait. C'est un accident, c'est pas grave, mais il avait fait l'adaptation de comics de The Force Awakens qui était. Mais il s'était repris après avec d'autres, quand même. Voilà. C'est vrai, mais là il est moins en forme quand même. Ouais, 30. Oui, Throne était très bon. Mais j'ai bien aimé, j'allais dire, sur le War of the Bounty Hunter, j'ai beaucoup aimé quand même. Oui, mais c'est surtout le niveau de la couleur, je sais pas si c'est ça qui t'a marqué aussi, Francis, le niveau colorimétrie, ça fait un peu pastel, justement, la référence à Dark Empire et tout, donc les couleurs un peu pastel, ça pourrait déplaire, c'est un style. Ouais, c'est ce que je dois avouer que, surtout quand on parle de l'aspect Blade Runner de Narshada, là, on est alors qu'on devrait être dans des couleurs vives sur des panneaux lumineux, des choses comme ça. Là, on est sur du pastel, mais c'est un style de colorisation. Moi, je suis moins fan. J'aime les couleurs vives, mais voilà. Ou, des vrais sombres, justement, quand on... mais le dessin en lui-même, là, hors les couleurs, le dessin en lui-même, le croche, j'ai bien aimé. Et même le Alpha, c'est Steve McNiven. Steve McNiven, super artiste. Ouais, et il y a certaines cases là, magnifiques, là, quand on a des gros plans de visage, là, j'en ai montré tout à l'heure quelques-uns. Là, entre autres, j'ai plus le nom de la race, là, mais c'est lui qui a 4 bras, là, un peu comme Bessalic. Le Bessalic, ouais, c'est ça. On a un gros plan sur son visage, c'est vraiment magnifique. Là. Donc, et tous les combats dont tu décrivais tout à l'heure avec l'araignée puis tout ça, on l'a pas dit, mais Boba Fett, peinture avec de la peinture temporaire, il met toute son armure complètement en noir. Donc, et malgré tout, parce que ça aurait été facile, tout en noir, de pas voir tous les petits détails pour le dessinateur puis le coloriste, mais c'est super bien fait. Ça donne vraiment l'impression que toute son armure est peinte en noir, mais on voit quand même tous les petits détails. Là, donc, ouais, chapeau. Ah ouais, McNiven, c'est dommage qu'il aurait pu continuer la série complète. Mais justement, quand je dis souvent que Star Wars mérite des dessinateurs 4 étoiles ou 5 étoiles, Steve McNiven, c'est un dessinateur 5 étoiles. Carrément. Ah oui, justement, j'ai pensé à toi en relisant le numéro. Là, c'est un peu ce que Loïc dit souvent dans les émissions, c'est qu'il aimerait avoir des noms un peu plus ronflants à l'équipe créative. Et justement, là, franchement, sous les McNiven et puis sous les Ross, on veut être exaucé. Tout à fait. Là, je pourrais pas cracher dans la soupe. Hein. Ouais. C'est vrai que tu sens que niveau qualité, ça passe quand même bien. Ouais, ça te donne raison. Exactement. C'est normal. Parce que j'ai toujours raison, c'est pour ça. Juste petite mention monstre, parce que alors ils appellent ça le Warriman Lictor, là, ça n'a pas vraiment de race, j'essaie de me renseigner, ou il faudrait demander à Tom, comme toujours, l'espèce d'araignée, comme vous dites, là, comme
la bataille dans l'arène, là, comme Tom a ses aliens et que Loïc, toi, c'est plutôt les clones, on va dire, ou Francis, c'est ses pilotes, Sylvain, c'est Emilia, voilà. Moi, c'est les monstres, quoi. Ouais, j'adore les monstres dans Star Wars, et là, j'ai eu ça, et puis c'est magnifiquement dessiné. C'était vraiment un plaisir à lire ce numéro. C'était écœurant à souhait. Ouais. Après, oui, les arachnophobes. Désolé. Ouais. Ouais, j'ai déjà vu bien pire dans des comics niveau arachnophobie. Hein. Là, oui, voilà. On a quand même un côté humain qui gomme carrément le côté araignée, mais. Oui, d'ailleurs, ils se battent même dans des toiles en plus, dans des structures qui, comme elle dit, ça rappelle sa planète natale. En tout cas. Oui, bien sûr. Je me demandais si c'était pas une humanoïde connectée à un corps, je sais pas, différent, ou c'était vraiment. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça avait l'air d'un alien. J'espère d'ailleurs qu'on ne visitera jamais sa planète. Excellent. Et on peut peut-être finir sur Sylvain, enfin sur Emilia, pardon. Sur Sylvain. Je sais pas si Sylvain a envie qu'on finisse sur lui, mais bon. Alors, Emilia et Canon. C'est le point. Emilia et Canon, ouais. Non, c'est Canon, mais elle revient. Le point sur lequel je suis partagé, c'est que ça a du sens de ramener l'Aube écarlate et donc de ramener Kira, de nous expliquer éventuellement qu'est-ce qu'elle a fait entre sa fuite dans Solo et ce moment-là, pourquoi l'Aube écarlate avait disparu, etc. Mais est-ce que, alors, évidemment, on est sur le prologue et j'ai pas lu la suite de l'histoire, je ne peux pas juger à l'avance. Mais la question que je me poserai en tout cas en lisant les prochains épisodes, c'est est-ce qu'il était pertinent de ramener l'Aube écarlate et d'en faire quelque chose à ce moment-là de l'histoire? Parce que je rappelle que ma réaction première quand il y a eu cette série d'annoncés, ça a été de me dire entre le moment où Boba Fett embarque Solo dans la Carbonite et le moment où il le livre, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de raconter une histoire? Donc, moi, ma réserve à la fin de ce volume, qui ne m'empêchera pas du tout d'aller à la suite, bien sûr, au contraire, c'est est-ce que vraiment c'était pertinent de ramener l'Aube écarlate, de ramener Kira et de raconter cette péripétie dont on connaît évidemment la conclusion. En fait, je pense pas que la question doit être, surtout du point de vue, mettons, de Marvel, l'équipe créative, tout ça, je crois pas que la question soit est-ce qu'il y a besoin d'eux, c'est plus j'ai une bonne idée, Boba Fett pourrait se faire voler, ce qui déclencherait une guerre de la donc après ça, on peut se demander est-ce que c'est, comme tu dis, est-ce que c'était pertinent, est-ce que c'était une bonne idée. Évidemment, là, on va faire attention, moi et Jean, de pas te spoiler la suite. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ton avis parce que justement, toi, tu n'as lu que cet album-là. Donc, tu es vraiment dans la peau des gens qui vont l'acheter là, sans savoir la suite. Exactement. Je crois que moi, mon avis pencherait du côté de oui, c'était pertinent en raison de ce qu'on va voir par la suite, mais aussi du fait que tout cet événement-là, si ça n'avait pas été l'Aube écarlate, il aurait fallu quand même créer une nouvelle organisation, encore une fois. Même si on si tu veux partir de cette déjà. Parce que si tu veux partir de cette idée de départ. C'est ça, parce que si ça avait été les Hutt, si ça avait été voyons, je cherche le Soleil Noir ou les Pikes ou peu importe, d'autres organisations, ça aurait voulu dire une guerre ouverte, en tout cas un conflit empire et pour la suite. Pour revenir au retour du Jedi, ça aurait été spécial ou compliqué. Par exemple, avec les Hutt, dans le retour du Jedi, on n'a pas de signe que Jabba soit en guerre quelconque ou qu'il y a un problème quelconque. Donc, évidemment, ça aurait pu être les Pikes, puis que les Pikes auraient été éliminés par après, mais là, les Pikes sont de retour dans le live action. Tout ça pour dire que c'est ça, il aurait sinon fallu créer une nouvelle organisation, puis là, on aurait dit encore une autre grosse organisation criminelle. Fait que de ramener celle-là, c'était pas plus mal. Bon, ils vont tricoter dans les numéros que t'as pas encore lus. Ils vont tricoter autour. Fait qu'il y a certaines choses que clairement on n'aurait pas pu avoir avec une autre organisation. Ou en tout cas que là, ça donne bien que ce soit Kira et que ce soit l'Aube écarlate. Mais la pertinence de... c'est un peu comme nous, on lit tous les comics. Ceux qui ne prennent que les films et les séries vont nous dire où est la pertinence de toutes ces histoires-là.
Ouais, je vais t'en Bon, trouver ils vont une te dire, moi, les films me suffisent, donc toute cette Oui, histoire-là. mais on n'est pas non plus à l'abri que dans une histoire ultérieure qui nous sera racontée en série ou en film, d'avoir une mention de bah oui, vous vous souvenez, c'est comme le moment où Han Solo s'est fait piquer par je ne sais combien de chasseurs de primes. Je veux dire, c'est pas impossible. Enfin, aujourd'hui, Mhm. euh, c- certes, les liens entre les différents médias sont peut-être encore minces ou peu fréquents, mais ils existent. Donc, on peut plus se dire oui, ça n'a aucune incidence et ça n'a aucune conséquence. Et je suis plutôt content de savoir que bah, peut-être demain on va nous dire Babi nous parler de quand Han Solo était dans la carbonite et qu'il s'est fait piquer. Dire peut-être que demain il va apparaître dans la série Boba Fett rajeuni et puis qu'on va nous dire parce qu'il vient pour je sais pas régler ses comptes avec quelqu'un peut-être Kira par exemple parce que Babi parce que j'ai appris que pendant que j'étais dans la carbonite tu m'as piqué, enfin voilà, aujourd'hui c'est possible. C'est ça, c'est de la pure spéculation ce que je dis, mais on pourrait même C'est de la effectivement spéculation. avoir un caméo d'Emilia Clarke dans la série Le Livre de Boba Fett. Bien sûr. Ce serait pas, comment dire, illogique avec les comics. Donc, bien sûr. fait que c'est sûr que pour les fans du personnage de Kira ou de l'actrice, comme Wink, wink. Sylvain, voilà, c'est de là la pertinence de ça. Mais c'est un personnage, je crois, qui avait quand même été globalement bien apprécié. Mais par le personnage en lui-même. Je parle pas de son jeu Oui, d'acteur, voilà. mais en fait, Non. son inclusion dans l'univers Voilà. Star Wars. Le personnage et cette organisation-là ont vraiment leur place et toute leur place dans la saga Star Wars. Il faut juste construire une belle histoire, une bonne histoire, et pas juste nous le sortir du chapeau une fois de temps en temps quand on a rien d'autre à raconter, quoi. Ouais. Mais puis bon, il n'y a pas de lien direct, mais j'invite les gens à lire Most Wanted, le roman sur Kira justement, où en français c'était Mort ou vif. Donc c'est sur Kira et Han Solo avant le film Solo, mais c'est principalement sur Kira. Là, c'est vraiment un livre young adulte qui se lit très vite, Ouais, excellent, très, qui nous fait beaucoup plus apprécier le personnage justement de Kira. Tout à fait. C'est ça, moi. Je vais éviter de troller Sylvain quand même, mais quand j'ai tourné la page et quand j'ai vu que c'était Kira pour la première fois, j'ai été, il nous ramène Emilia Clarke voilà, dans l'univers. J'étais pas super satisfait, mais c'est après quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait, j'ai fait ok, c'est quand même bien fait. Et voilà, j'ai trouvé l'écriture du personnage plus intéressante dans le comics que dans le film encore une fois. Et au final, non, ça marche plutôt bien. Ouais. Son inclusion marche plutôt bien. Et maintenant, je suis content de revoir ce personnage-là en comics plus qu'en live action, je t'avoue. Parce que bon, en live action, voilà quoi. Il y a toujours cet écran là, voilà, c'est cette actrice-là, et j'ai vraiment du mal avec cette actrice-là. Je comprends pas pourquoi Sylvain il a Porto nu, alors elle est très jolie. Hein. J'ai quand même du mal avec puis là, c'est pas spoil de le dire dans l'émission d'aujourd'hui par rapport à cet album-là. Avec le fait que l'Aube écarlate soit si... il y a un peu le syndrome premier ordre. Sorti de nulle part, une très grosse organisation avec des moyens, tout ça. Je pense que c'est dans le numéro de Star Wars, ou non, dans le premier, le Alpha, je sais plus trop. Mais on voit même qu'ils ont tous leurs vaisseaux, tu sais, des vaisseaux là, identiques. C'est pas comme les Hoth, on voit que c'est tous des vaisseaux déglingués, différents, tout ça. Là, l'Aube écarlate, c'est des vaisseaux tous identiques, peinturés, avec le logo de l'Aube écarlate dessus. Tu fais, ouais, ok, tout ça en secret pendant quoi, non pas 20 ans, pendant quoi, environ une bonne dizaine d'années, je crois. Ouais, Solo, c'était en moins 10, si je me souviens bien. Ouais. Ça pour dire que moins 5, moins 7. Il y a le petit syndrome, là, on était cachés et là on revient. Ouais, mais vous avez fait quoi pendant ce temps-là pour rester cachés? Justement, ils vont peut-être nous expliquer ça plus tard, quoi, je sais pas. C'est intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus. La rise and fall de l'organisation, ce serait pas mal de voir ça. Il y avait une organisation secrète aussi qui faisait ça, Francis, dans un autre univers, qui s'appelle les Agents du Shield, et qui mettaient leur logo même sur leur bouteille d'eau. Histoire qu'on sache bien qu'elles appartenaient à leur organisation secrète. Donc, ouais, ça c'est très secret comme organisation, mais bon. Donc voilà. Après, je veux dire, si ça me dérange pas dans l'idée que si tu opères un retour en force, à ce moment-là,
t'arrives en te positionnant avec ton armée, ton logo sur tes vaisseaux, etc. Ce qui serait incohérent, c'est qu'on ait un préquel, ou un flashback, et que dans ce flashback, cette organisation qui est cachée à ce moment-là, et les logos affichés, etc. Par contre, si c'est au moment de la révélation, où on arrive dans la galaxie, on revient et on attaque, ça peut avoir du sens. Mhm. À mon sens. Oh ouais, ben c'est pas là gros non-sens. Là. C'est juste, moi, il y a le petit syndrome J.J. Abrams. Là, c'est ça. Tiens, j'ai fait apparaître, sorti de nulle part. Là, bon. Mais comme Jean dit, ça va peut-être être précisé là, éventuellement. On sait qu'il y a en anglais, on est rendu à une mini-série qui s'appelle Crimson's Down. Donc, mais je pensais pas que t'allais en parler, je pensais que c'était un peu spoiler de le dire. Du coup. Non, Ouais, ça a été parce que là, la série il y a un moment. existe. En tout cas, Ok. à un moment donné, la série existe, a été annoncée, etc. Là, c'est ça. De toute Pour façon, moi, le tout ce retour qui est, comment dire, Kira, tout ce qui est officiel, publicité officielle, tout ça, Oui, c'est pas spoiler. Ok. pour moi, c'est pas spoiler. mais le retour de Kira, déjà, n'est plus un spoiler, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait partie de l'actualité Star Wars. C'est ça. Donc, voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, moi, ça fait le tour. Ça fait le tour. Bon, ça, Écoutez, si vous êtes prêts pour les notes, je peux Prêt pour lancer les le notes. bal. Vas-y. Bon, évidemment, c'est le premier de 5, donc on verra au bout de rendu au mois d'avril, là, on pourra comparer. Mais c'est ça, pour moi, une bonne intro quand même, et des bons morceaux, des bons talents ici et là, autant de scénario que de dessin. On a quand même beaucoup de Charles Soule là-dedans, donc j'y donne un 80%, là, donc un 16 sur 20, que je trouve, tu sais, effectivement, c'est pas le top, mais et peut-être que les suivants, parce que là, j'ai essayé de donner une note à celui-là en particulier, à cet Faut album-là. penser à la suite. Ouais. Même si je connais la suite, mais là, fait que je me dis, peut-être qu'en un tout, là, tu sais, les 5 sur 5, peut-être qu'il va y avoir une certaine plus-value et que ça va plus mériter l'achat, etc. Mais déjà, 16 sur 20, écoutez, c'est quand même très bien, là. Et là, en plus, avec la mode de Boba Fett qui est à fond à cause de la série télé, ben, oui, je me dis, tombé si super vous bien, voulez un à côté à la série télé, ben, c'est une bonne suggestion. Ouais, ça tombe super bien là au niveau publication française parce que en VO évidemment c'était bien plus tôt dans l'année, mais là que ça tombe là en même temps que la série, c'est nickel, hein. Vraiment bon timing. Et du coup la note si tu veux. Vas-y. Vas-y. Du coup, je trouvais que c'est un peu compliqué de mettre une note sur. C'est pas vraiment à 100% comme d'habitude, donc c'est 5 séries très différentes quand même, tu vois. Donc bon, j'essaie de faire un truc un peu plus global vis-à-vis de l'histoire et voilà, mais au final ça reste quand même un très très bon moment. Bon, à part le Dark Vador, comme on a dit, qui est vraiment en dessous, mais ça reste une très bonne introduction au crossover et qui est bien rythmée, bien écrit, les dessins sont top. Ça fait, il y a quoi, 6 numéros, il y en a moins avec 4,5 qui sont quand même vraiment bons. Donc ouais, un bon moment. Donc moi j'ai mis un 17 sur 20. Voilà. Et moi, je serais peut-être le plus modéré, même si j'ai vraiment bien apprécié. Je reviendrai avec plaisir pour lire le volume 2. Et il nous faudra peut-être, en fait, c'est vrai, une note par volume, mais aussi une note globale une fois que tout sera fini pour la totalité du crossover, de l'événement. Voilà. En tout cas, moi, je vais commencer tranquillement sur un 15 sur 20, qui n'est pas une note dégueulasse du tout. Je pense que, contrairement au volume qu'on a chroniqué dans la précédente émission, où je disais que peut-être qu'on pouvait faire l'impasse sur le volume, là, franchement, moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Oui. Voilà. Surtout si tu veux te lancer dans le crossover, il n'y a pas le choix, il faut que tu commences. Ah bah oui, là, c'est sûr. Voilà, sur ces bonnes notes, hein, on va conclure cette édition littérature de Star Wars en direct. Comme toujours, vous venez discuter de ça avec nous. Je pense que vous serez nombreux. C'est un gros nom, ce crossover. Vous serez nombreux à le lire, probablement. Venez en discuter avec nous sur nos réseaux sociaux. Venez avec nous sur notre serveur Discord, surtout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait extrêmement plaisir. On a vraiment des discussions intéressantes. Et pourtant, on n'est pas toujours d'accord. Et même, je suis souvent en désaccord avec vous. Ça ne nous empêche pas d'en discuter. C'est vraiment très, très sympa. Et comme d'habitude aussi sur notre chaîne YouTube, venez commenter. Certains sont plus à l'aise avec ce média-là.
Et vous pourrez aussi vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous serez prévenu de nos épisodes dès qu'ils sont postés. Vous serez prévenu de nos lives qui parfois sont un petit peu au débeauté. Même nous, on n'est pas au courant qu'on va faire un live. Donc venez, faites ça. Venez grossir notre communauté. Venez faire grossir notre communauté en partageant tous les épisodes sur nos réseaux sociaux. Et donc de la part de Francis, de la part de Jean, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.